Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La première dame, Dominique Ouattara, est solidaire de la communauté chrétienne en cette période de jeûne. La présidente de la Fondation Children of Africa a fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Ces dons ont été réceptionnés aujourd'hui par les guides religieux. La Côte d'Ivoire multiplie les initiatives pour sécuriser les installations industrielles à haut risque et maîtriser le transport des marchandises dangereuses. Un colloque national est organisé à Abidjan. Les experts se sont donné 72 heures pour faire le point, consolider les acquis en matière de sécurité technologique et de développement durable. Un signe d'apaisement se profile après la grève initiée par plusieurs syndicats du secteur éducation-formation. La ministre Maria Toukone a échangé aujourd'hui avec des organisations syndicales signataires du mot d'ordre de grève. Vous entendrez le porte-parole Bliblé David. L'ANC et le RHDP est sur la voie de nouer une coopération politique durable. Une délégation sud-africaine de l'ANC présente à Abidjan pour un forum a été reçue par le président du directoire du RHDP, Kone Kafana. Les deux partis politiques envisagent d'établir des programmes conjoints. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le carême chrétien se poursuit. La première dame, Dominique Ouattara, est solidaire de la communauté chrétienne qui est en jeûne, justement. La présidente de la Fondation Children of Africa, vous allez le voir, a fait des dons de vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Un geste très bien apprécié par les guides religieux et qui va profiter aux plus vulnérables, nous rapporte Alexis Ouedraogo. C'est une tradition pour la première dame Dominique Ouattara. Chaque année, à l'orée de la fête de Pâques, l'épouse du chef de l'État traduit sa solidarité à la communauté chrétienne avec un important don de vivre et non-vivre. Un acte inscrit dans l'esprit du carême chrétien qui invite à la charité envers les plus défavorisés. Madame la Première Dame, je puis vous assurer que ces vivres et non-vivres que vous offrez, c'est des montagnes de dons, que vous offrez à cette occasion sont de précieuses contributions qui apportent aux personnes démunies de nos communautés non seulement de l'aide, mais aussi de l'espoir. Madame la Première Dame, les autorités religieuses ici présentes voudraient par ma voix vous exprimer encore une fois leur reconnaissance pour votre bienveillance et prie pour que vous soyez bénis et votre époux aussi, notre président, pour la gentillesse dont vous faites toujours preuve. Nos deux communautés ont vécu un temps fort de grâce où nos prières pour la Côte d'Ivoire sont montées ensemble vers Dieu, vers Allah. Pour la ministre de la Cohésion sociale, à quelques jours de la Semaine Sainte, la charité prescrite en temps de carême doit être un mode de vie, à l'image de l'engagement constant de la Première Dame. Cette proximité de partage avec vos concitoyens est également le témoignage éloquent de la politique à visage humain de votre époux, le président Alassane Ouattara, grand artisan de la Côte d'Ivoire solidaire. Des mots soutenus par le ministre de l'Intérieur. Les dons que vous offrez aujourd'hui, encore une fois, Excellence Madame la Première Dame, ne sont pas que de simples gestes matériels. Ils sont chargés de symboles et porteurs de sens. Ils rappellent à chacun que la solidarité est un pilier de notre société. Il rappelle que la compassion doit guider l'action publique et que l'espérance reste la plus précieuse des nourritures. Pâtes alimentaires, sacs de riz, de sucre, de lait, d'huile devraient soulager de nombreuses familles en cette période de partage. Le carême est un moment important de la vie chrétienne qui nous invite à l'introspection et à la prière. C'est aussi l'occasion de réaffirmer notre engagement envers nos frères et sœurs. Durant cette période de pénitence, chaque croyant s'attelle à cultiver l'amour du prochain, la générosité et le partage. C'est dans ce même esprit que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de faire œuvre de charité envers ceux qui sont dans le besoin. Pour cette année 2025, nous sommes heureux de remettre des dons d'une valeur de 130 millions CFA à la communauté chrétienne de notre pays. Cette contribution est destinée à soutenir les familles les plus vulnérables
et à leur apporter du réconfort en cette période d'élévation spirituelle. La première dame n'a pas manqué d'insister sur l'importance de l'unité et de la fraternité. J'émets les vœux que ce temps de carême soit pour chacun un chemin d'amour et de foi. Je souhaiterais enfin que nous unissions nos prières afin que notre beau pays demeure dans la paix et la solidarité qui le caractérise. Notons que le 13 mars dernier, la communauté musulmane recevait des mains de l'épouse du chef de l'État des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Voilà, et la toile de la solidarité s'étoffe en ce temps de jeûne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a aussi fait d'importants dons de vivres à la conférence des évêques catholiques de notre pays. La paix en Côte d'Ivoire était justement au menu de leurs échanges, nous rapporte Khalil Diomandi. Bien plus qu'un don, c'est le symbole d'une Côte d'Ivoire solidaire. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire reçoit d'importants lots de vivres du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'occasion du carême. Touchés par la démarche de Vagondo Diomandé, les guides religieux promettent d'intensifier les supplications pour la stabilité dans le pays. Nous voulons simplement l'assurer par ces temps et à sa demande des prières de la conférence, des prières de tous les chrétiens pour que le prince de la paix qui nous l'a promise nous accorde à chacun et à toute la Côte d'Ivoire cette paix promise, ce don précieux. Merci pour toutes les prières que vous avez formulées à notre endroit tout à l'heure, mais surtout pour la Côte d'Ivoire, car cette année 2025 est une année importante pour notre pays et le pays a besoin de vivre en paix. Chacun des citoyens a besoin de se sentir en paix et en sécurité. En plus des vivres, le ministre Vagondo Diomandé apporte un appui financier à la conférence des évêques catholiques pour le bon fonctionnement de ses activités. Et en cette période de jeûne, justement, l'Église catholique de Côte d'Ivoire s'enrichit d'un nouveau prélat. Il s'agit de Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi. L'homme de Dieu a été nommé par le pape François en qualité d'archevêque métropolitain de Gagnoa. La bonne nouvelle de sa nomination est tombée aujourd'hui même. Voyons le portrait du serviteur de Dieu avec Jeanne Atoubé, notre reporter. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, nommé archevêque métropolitain de Gagnoa. Le prix de son engagement pastoral et la fidélité de son ministère. C'est en ces termes que Père Rémi Montigny Dago, attaché de presse à l'archidiocèse d'Abidjan, dans un communiqué de presse, présente le prélat. Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi connaît bien la province ecclésiastique de Gagnoa. Depuis le 4 octobre 2023, il y assurait l'administration apostolique tout en conservant sa charge d'évêque de San Pedro. En le nommant archevêque métropolitain de Gagnoa, c'est la même confiance que lui renouvelle le pape François, mais en même temps, un envoi en mission par le Saint-Siège. Son Excellence Jean-Jacques Kofi Ouakofi compte imprimer sa marque dans cette province ecclésiastique. Nous avons parlé, nous avons discuté. Et avec les prêtres, les religieux et religieuses et quelques fidèles laïcs, nous avons échangé. Nous avons échangé pour voir un peu ce que nous pouvons faire pour que l'archidiocèse avance. Né le 22 mars 1962 à Bongouanou et originaire de Bois-Kwaoussou, village de ce département, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi a été ordonné prêtre le 4 août 1990 pour le diocèse d'Abengourou. En 2023, il y est nommé évêque. Et en 2009, il est transféré au siège épiscopal de San Pedro jusqu'à sa nomination en qualité d'archevêque métropolitain de Gagnoa. La prise de possession du siège archiépiscopal est prévue pour le 17 mai 2025 à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa.
Et avec les hommes de Dieu, les prières en faveur de la Côte d'Ivoire s'élèvent davantage. Justement, le pays multiplie les initiatives pour sécuriser les installations industrielles à haut risque et maîtriser le transport des marchandises dangereuses. La Côte d'Ivoire affiche ainsi son leadership en matière de réduction des risques. Un colloque national est organisé justement à Abidjan pour faire le point, consolider les acquis en matière de sécurité technologique et de développement durable. Grâce Kando pour les détails. Mieux protéger les populations et les infrastructures face aux catastrophes ou en cas de survenue d'un accident industriel au niveau des installations ou encore lors du transport des marchandises dangereuses, c'est tout l'intérêt de ce colloque national initié par le secrétariat exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'explorer les voies à suivre pour garantir la continuité des efforts consentis et leur intégration dans la politique nationale et régionale de gestion des risques. Engageons-nous donc à renforcer la coopération et à promouvoir une culture de sécurité partagée. La sécurité des installations industrielles à haut risque et du transport des marchandises dangereuses, des avancées significatives ont été enregistrées. Le renforcement du cadre législatif et réglementaire, le renforcement des capacités nationales, la promotion d'une coopération interservices efficace. La Côte d'Ivoire est un pays partenaire du réseau des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques d'origine nucléaire, biologique et chimique. L'Union européenne est fière de consolider un partenariat durable dans ce domaine crucial. L'Union européenne s'engage auprès de ses pays partenaires pour les aider à l'adaptation de cadres législatifs pertinents, à la formation du personnel chargé d'améliorer la sécurité et pousse au renforcement des infrastructures ainsi que des systèmes de réponse aux urgences. La nature multiforme de ces risques et leur transversalité nous impose de réfléchir ensemble. Nous avons le devoir d'être au rendez-vous des urgences, au rendez-vous des priorités du pays afin de pouvoir trouver les solutions idoines. Formuler des réponses efficaces, pratiques, pragmatiques, qui pourront être implémentées dans les meilleurs délais. Ce colloque national est un cadre de réflexion pour le développement durable et la prévention des risques. Voilà, ce colloque se tient sur 3 jours et le dialogue dans notre pays porte ses fruits. L'heure est aux négociations après la grève initiée par les syndicats du secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La ministre Mariatou Koné a échangé aujourd'hui avec les organisations syndicales signataires du mot d'ordre de grève. Explication détaillée avec Sephora Zegui. La journée du 8 avril 2025 avait pris un tournant inattendu lorsque peu après avoir quitté les bureaux de la ministre Mariatou Koné, les représentants de l'intersyndicale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont été interpellés par des éléments de la brigade de recherche, suscitant une vive inquiétude au sein de leur fêtière. Il est un peu plus de 15 heures lorsque les membres de l'intersyndicale font leur apparition après environ 2 heures d'interpellation. Sur intervention de Mariatou Koné, leur ministre de tutelle, ils ont été relaxés. L'atmosphère est désormais plus sereine qu'il y a quelques heures. Depuis ce matin, nous avons eu une séance de travail avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation suite à une convocation qu'elle nous a faite depuis hier relativement au sujet donc de notre arrêt de travail. C'est à ce niveau donc que nous nous sommes séparés, tout en espérant donc la voir revenir pour qu'on échange de nouveau, pour que les choses puissent aller de l'avant. Quand nous sommes descendus pour aller prendre un repas au niveau donc des restaurants qui sont au niveau des tours, que près d'une multitude de gendarmes sont venus vers nous pour nous interpeller. Nous avons voulu comprendre les raisons. Nous avons informé Madame le ministre de l'Éducation nationale qui a donc tout mis en œuvre pour que nous puissions donc retrouver donc la liberté. À l'issue de cette entrevue, la ministre réaffirme son engagement en faveur du dialogue social comme pilier essentiel de sa démarche.
Voilà, et on retrouve encore la ministre Mariatou Koné qui a échangé avec quelques membres des syndicats. On retrouve Sephora Zegui pour le reportage. Ils ont répondu à l'appel du gouvernement, celui du retour à la table des négociations. Les syndicats, par la voix de leur porte-parole David Bliblé, ont clairement exprimé leur volonté de voir le processus des négociations s'accélérer. Ils soulignent l'urgence de la situation et la nécessité de dissiper tout malentendu pour avancer vers une résolution de la crise. Nous nous sommes compris et que le dialogue doit reprendre, mais nous voulons toujours un dialogue qualitatif qui produit des résultats. Donc nous lui avons exprimé tout ce que nous souhaiterions pour que notre collaboration puisse retrouver sa bonne marche, pour que l'école puisse retrouver ses droits. La ministre Mariatou Koné, quant à elle, insiste sur la permanence du dialogue au sein de son ministère. Elle affiche sa détermination à trouver une issue à cette problématique, se félicitant de la compréhension mutuelle qui a prévalu à cette rencontre. Pour le droit à l'éducation, le dialogue n'est pas rompu. Et pour les libertés syndicales également, le dialogue n'est pas rompu. Et nous souhaitons, main dans la main, continuer le processus qui a été entamé avec la revendication principale. Partenaires qu'ils sont, continuer le processus, donner une chance au dialogue pour la paix en Côte d'Ivoire, pour une école apaisée. Nous sommes bientôt au PASEC, nous sommes bientôt dans les examens à grand tirage. Et je pense que chacun ici présent sait la responsabilité qu'il a. L'apaisement du climat social au sein du ministère de l'Éducation nationale est en bonne voie. L'espoir d'une reprise normale des activités scolaires est désormais permis. Les prochains jours seront déterminants pour confirmer cette tendance à l'apaisement tant souhaitée par la ministre Mariatou Koné. Voilà, syndicat et gouvernement qui privilégie le dialogue pour une école de qualité. Le comité de dialogue social dans la fonction publique présidé par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto a tenu aussi une rencontre aujourd'hui. Le reportage est signé Grace Kando. 2 points au centre de cette rencontre extraordinaire du comité de dialogue social dans la fonction publique. L'analyse de la 2e trêve sociale signée en août 2022 et les dispositions à prendre pour amener la paix. Aujourd'hui, à peu près 2 ans et demi de notre trêve 2022-2027, quelques turbulences. Nous devons tout mettre en œuvre pour les affronter ensemble, pour en sortir, afin d'arriver à bon port en 2027. Toujours dans l'intérêt de la paix sociale et dans l'intérêt des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous rassurer, mais surtout vous mettre en mission, pour qu'on se retrouve tous, pour aller chercher vos camarades des organisations du secteur éducation-formation qui se sont mis en grève. Message bien perçu par ces organisations syndicales. Nous avons plaidé à ce que le gouvernement accepte de continuer le dialogue social et avec toutes les composantes, toutes les familles d'emploi et particulièrement dans l'urgence de pouvoir nous accorder une audience pour nos camarades qui sont en grève, à l'effet que demain matin, qu'elles puissent leur accorder cette séance de dialogue social, à l'effet que nous allions dans le droit sens de la paix sociale et de poursuivre la méthode normale, utile, indispensable qui nous fera obtenir les primes pour l'ensemble des familles d'emploi, y compris les enseignants de Côte d'Ivoire. La présidente du comité de dialogue dans la fonction publique, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, a insisté sur la nécessité du dialogue. La solution se trouve dans le dialogue. Donc je voudrais compter sur vous pour les rassurer et pour les ramener à la table de dialogue en leur disant que seul le dialogue nous permettra d'avancer. Je voudrais encore une fois vous réitérer l'engagement du gouvernement. À travers leur porte-parole, les syndicalistes ont exprimé leur gratitude à la ministre d'État Anne-Désirée Oloto pour son implication dans la libération de leurs camarades grévistes. Voilà, le dialogue reste de mise pour une trêve sociale dans l'intérêt de la paix. La Poste de Côte d'Ivoire ne reste pas en marge de la modernisation. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ralil Konaté, vient de présenter un projet de mobilité urbaine durable. La livraison de colis par des motos et voitures via une application digitale devrait profiter à tous et c'est le fruit d'une collaboration avec une entreprise chinoise. Didier Nguessan. Déjà
Positionner la Poste de Côte d'Ivoire avec un service de mobilité urbaine durable. Une livraison de colis fluide et qui respecte l'environnement. Voici l'enjeu de cette signature d'accord entre le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Yao, et son partenaire chinois, Nantan Ki. Ce dernier mettra à disposition pour la phase pilote 100 voitures et 200 motos électriques. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la naissance du premier écosystème financier de mobilité verte en Afrique de l'Ouest. Au-delà des VTC et des motos électriques qui vont faire donc la post delivery, c'est faciliter la vie aux populations. Si la livraison occupe une frange de la population juvénile, pour le ministre, l'activité mérite d'être professionnalisée. Des livreurs sont là et ça et là sur des motos. Ils ne sont pas eux-mêmes en sécurité, ils sont sans casque. Mais c'est une profession que nous devons, en lien avec le ministère des Transports, professionnaliser. Et ce partenariat-là va permettre une solution durable à la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire, dans tous les domaines, et surtout réduire le coût du transport. Selon l'opérateur chinois, ce service digital permettra à la Poste de Côte d'Ivoire de réduire le coût des livraisons de colis d'au moins 20%. Voilà, la livraison de colis par des motos et voitures électriques devrait profiter à tous, et notamment la direction du budget des finances qui a présenté le budget citoyen 2025 dans les villes de Kong et de Sakassou. Le but est clair, sensibiliser les populations à une meilleure connaissance des services du budget. Boubacar Silla, Kades Godogo. Le budget citoyen 2025 présenté aux populations des départements de Kong et de Sakassou. Il s'agit de le vulgariser. Un document qui vise à traduire les informations budgétaires dans un langage simple et compréhensible afin de mieux informer la population sur les actions entreprises par l'État et de renforcer leur implication dans la gestion des finances publiques. À Kong comme à Sakassou, la délégation de la Direction générale du budget et des finances conduite par Bassidi Koné explique le budget citoyen. Au titre de l'année 2025, le budget citoyen 2025 avait pour objectif essentiel de rapprocher davantage le budget à ces populations-là des deux localités. Nous sommes venus pour leur expliquer que l'État travaille pour eux et il faut qu'ils sachent ce que l'État fait pour eux. Pour cette édition 2025 du budget citoyen, une lucane a été consacrée aux allocations familiales et à la prise en charge des fonctionnaires décédés. Depuis 2022, l'État a mis en hausse l'allocation familiale qui était de 2500 est passée à 7500. Parce qu'en réalité, lorsque nous allons dans les localités, souvent les gens nous demandent est-ce qu'un fonctionnaire qui décède, l'État prend quelque chose en charge? On dit oui, c'est prévu dans le budget. Les autorités des localités visitées se réjouissent de la mission tout en saluant la mobilisation de populations qui témoignent de l'intérêt qu'elles accordent à ce budget. Je voudrais vous exhorter à accorder une attention particulière aux messages qui seront donnés. Vous en tirerez inéluctablement profit et vous pourriez également servir de relais du gouvernement dans le cadre de la vulgarisation du budget citoyen. Depuis plusieurs années, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la promotion de la bonne gouvernance et dans l'amélioration de la transparence dans la gestion publique, en vue de renforcer l'efficacité des actions et s'aligner sur les standards internationaux. Cette campagne de vulgarisation se déroulera dans plusieurs villes du pays. C'est l'affaire des hommes de Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances de Côte d'Ivoire. Et je vous conduis à présent sur le terrain politique avec l'ANC et le RHDP qui sont sur la voie de nouer une coopération politique et institutionnelle durable. Une délégation sud-africaine de l'ANC présente à Abidjan pour un forum a été reçue par le président du directoire du RHDP, Kone Kafana. Les deux partis politiques envisagent d'établir des programmes conjoints et de partage d'expériences. Marie-Chantal Akandan, Diamasso.
Cette rencontre entre le président du directoire du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et le parti African National Congress, ANC, jette les bases d'une coopération politique et institutionnelle renforcée. Au cours des échanges, les deux partis ont partagé leurs expériences respectives en matière de gouvernance, de structuration et de formation politique. La question portée d'abord sur la formation de nos militants. À ce propos, donc, une formation est prévue dans les prochaines semaines. Une délégation sud-africaine viendra pour lancer cette formation qui est inscrite donc dans nos objectifs de collaboration avec l'ANC. La délégation sud-africaine, conduite par la trésorière générale de l'ANC, a présenté la vision et les orientations stratégiques de son parti. C'est vraiment une visite pour renforcer les relations entre les deux pays, d'une part, et ensuite entre les deux partis. Et étant entendu que ces deux partis qui sont au pouvoir et les deux présidents ont déjà effectué des visites d'État, et il s'agit maintenant de la mise en œuvre des recommandations de ces visites d'État qui sont soldées par des accords dans différents domaines. Et nous venons ici pour renforcer nos relations avec le RHDP, de sorte que nous puissions vraiment former davantage nos jeunes, nos cadres pour une Afrique meilleure de demain. Le président du directoire du RHDP a souligné que cette convergence de vues ouvre la voie à une collaboration durable, notamment à travers la mise en œuvre de projets communs. Le PDCI-RDA prépare sa convention prévue le 16 avril prochain et justement avant cela, un collectif de militants est monté au créneau, composé de secrétaires de section, de présidents de comités de base et de membres du bureau politique. Ils appellent à plus d'unité, à préserver donc l'unité du parti à l'approche de la présidentielle. Explication détaillée avec nous, Sangari. À quelques jours de la convention du PDCI-RDA prévue le 16 avril prochain, plusieurs secrétaires de section, présidents de comités de base et membres du bureau politique donnent de la voix. Réunis au sein du collectif des militants pour le respect intégral des textes du parti, ils dénoncent le processus de désignation du candidat à la présidentielle. Nous estimons que la fixation de la convention au 16 avril 2025 est une échéance précipitée. Les dépôts des candidatures à compter de cette date, du 8 avril au jeudi 10 avril, ne laissant seulement 3 jours pour réunir tous ces dossiers, est quasi intenable. Nous appelons la direction du parti à mettre en place un comité électoral composé de personnalités représentatives de tous les candidats à la convention, afin d'assurer un processus électoral équitable et transparent. Le collectif qui dit craindre de voir le parti se diviser à l'approche de la présidentielle appelle à l'unité et à la transparence. Le PDCI ne peut se permettre de se diviser davantage au risque de compromettre ses chances de succès à l'élection présidentielle de 2025. Nous appelons à une prise de décision collective et inclusive pour garantir la légitimité et la réussite de notre parti à cette échéance cruciale. Pour ces militants, seul un dialogue ouvert et respectueux des textes permettra au PDCI-RDA de rester un acteur central de la vie politique ivoirienne. Et en sport football, la Côte d'Ivoire qui continue de savourer sa victoire. Le pays a battu le Mali 4-2 pour le compte de la 3e et ultime journée de groupe de la CAN U17. Les Éléphantos sont premiers de la poule D devant les Aigles du Mali et décrochent également leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Jean-Sylvain Rissot. Les éléphants disputeront les quarts de finale de la CAN U17 qui se tient au Maroc. Les gamins de Bassiriki Diabaté, classés 2e du groupe D au moment d'affronter le Mali, ont rapidement fait douter leurs adversaires. Alino Aïdara s'offre un doublé en 18 minutes. L'attaquant de Maën 05 de Jacquesville se mue cette fois en passeur décisif sur le 3e but signé Djerasouba Moïse à la 41e minute. Mais peu avant la pause, Dembélé Seydou profite de cette erreur de la défense ivoirienne pour réduire la donne. De retour des vestiaires, les Maliens prennent le contrôle du jeu et parviennent à inscrire leur 2e but sur ce pénalty, repoussé dans un premier temps par le portier Chris Kwasi. Sur une puissante frappe, Boulaye Sissé offre la victoire aux Éléphantos. Les enfants étaient un peu tombés en dilettante suite au premier match. Après la performance du premier match, il y a
Ils ont cru que tout était facile, tout était acquis. Voilà, cette piqûre reçue face à l'Angola a fait mal. Et du coup, tout le monde s'est remobilisé. Tout le monde s'est remis à l'endroit avec une très bonne dose de concentration. Ils n'ont rien lâché. Ça n'a pas été facile. Très belle équipe du Mali. Mais ils sont arrivés au bout de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la victoire. Leader du groupe D, les gamins de Bassiriki Diabaté croiseront ce vendredi à 16h GMT au stade de Bereshid en quart de finale, le Sénégal, tenant du titre. Malheureusement, la vie présente toujours deux tableaux. La Côte d'Ivoire vient de perdre l'un de ses illustres fils. Et si Amara, figure emblématique de la diplomatie, a tiré sa révérence, l'ex-ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est décédé la nuit dernière à son domicile à Abidjan à l'âge de 82 ans. Et si Amara, proche collaborateur du premier président Félix Houphouët-Boigny, a fait les lettres d'or de la diplomatie ivoirienne. Il a été président du groupe africain aux Nations Unies, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU à New York de 1981 à 1990, ministre des Affaires étrangères de 1990 à 1993, portefeuille que le chef de l'État Henri Konan Bédié lui confia également de 1993 à 2000. Entre 1994 et 1995, il préside la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au-delà de la Côte d'Ivoire, Amara ici joue un rôle au niveau continental car il aimait profondément le monde et était plus tourné vers les problématiques internationales. Nommé secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 2001, il participe notamment à la mutation de cette institution. Il devient en 2002 le premier président de la Commission de l'Union africaine. Ainsi va le monde. Point final de ce 20h, mais ne décrochez surtout pas. Après ce journal, la direction de l'information et de RTI1 vous propose votre émission, le débat. Thème ce soir, éducation nationale, pourquoi une grève autour de la demande de paiement des primes. Hamza Diaby et les parties prenantes échangeront sur la question pendant 90 minutes. À tout à l'heure, passez une très belle soirée. Moi, je vous dis à demain 20h dans la paix.